Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. C'est parti, épisode de podcast numéro 78. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité qui parle. Aujourd'hui, on va parler de ce livre. Ça s'appelle Breaking Free from Broke. On est dans le 4e épisode de la série. Je fais le chapitre 3 aujourd'hui parce que j'ai fait l'introduction, chapitre 1, 2. On est rendu au chapitre 3. Je vous rappelle les numéros d'épisodes si jamais vous voulez aller les écouter. Donc, l'introduction, j'ai fait ça à l'épisode numéro 57 au mois de août dernier. Ensuite, au mois de septembre, j'ai fait l'épisode numéro 66, le chapitre 1, enchaîné au système. Ensuite, chapitre 2, la cote de crédit. Ça, c'était au mois d'octobre que c'est sorti. Là, on est le 10 décembre, mardi, pour l'épisode qui va sortir le 12 décembre, jeudi. Et on fait le chapitre 3, la carte de crédit. On va parler de carte de crédit. En passant, je fais maintenant aussi des lives le midi sur ma page Facebook Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire, et non pas ma page Facebook personnelle qui est aussi publique. Si vous voulez voir les lives, il faut aller sur Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. J'ai du contenu aussi vidéo que j'essaie de faire le midi quand j'en ai l'occasion. Puis là, cette semaine, hier, justement, j'ai parlé de carte de crédit aussi. J'ai répondu à 10 questions fréquentes au Québec sur les cartes de crédit. Vous pouvez aller voir ça, c'est comme du contenu bonus. C'est toujours en lien avec ce que je fais sur le podcast. Il y a ça aussi que vous pouvez aller écouter. Donc là, je vais y aller avec le résumé du chapitre 3, OK? Parce que je rappelle que ce livre-là, Se libérer d'être fauché, on va toucher à plusieurs aspects des finances personnelles, de ce qu'on fait avec notre argent pour justement cheminer vers l'indépendance financière ou tout de moins obtenir la paix financière. C'est beaucoup calqué de l'univers de Dave Ramsey, parce que George Kamel, c'est une personnalité de l'univers de Dave Ramsey. Puis, ultimement, ils ont une formule, les baby steps, en 7 étapes. Puis moi, j'ai repris ça avec mes 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire et cheminer vers l'indépendance financière. Donc, j'ai pris ça, je l'ai modifié à mon goût. Puis, c'est ce que je propose comme solution pour s'enrichir, pour gérer notre argent. Et puis, tout ce que je propose, évidemment, c'est basé sur mon expérience personnelle. Je ne vous dis pas de faire ce que je ne fais pas. Je prêche par l'exemple. Et puis, c'est ce qui arrive aussi avec la carte de crédit. Je vais y aller avec le contenu du chapitre numéro 3 du livre. Puis après ça, je vais parler de ce que j'en pense. Mais là, on va plutôt y aller pendant la description du chapitre de, évidemment, ce que l'auteur du livre en pense. OK, donc on commence. La carte de crédit est la cigarette du monde financier. Ça, c'est Dave Ramsey qui dit ça. Ça se peut qu'on aime ça l'utiliser, mais c'est pas nécessairement bon pour nous. Donc, c'est dans cet esprit-là que la carte de crédit est la cigarette du monde financier. Donc, on dit avoir une carte de crédit, c'est comme un rite de passage. Hein? C'est comme obtenir son permis de conduire, obtenir son diplôme de finissant, obtenir son premier chèque de paye. C'est comme, on dirait, lorsqu'on va avoir notre première carte de crédit, qu'on atteint une nouvelle étape de notre vie, puis on voit ça de façon positive. On est fiers d'avoir notre première carte de crédit. La banque nous envoie une lettre nous disant qu'on est approuvé finalement, parce que bon, il faut avoir 18 ans minimalement, puis avoir sa première carte de crédit, ça veut dire qu'on peut acheter des choses sans avoir l'argent. C'est-tu pas merveilleux? On a comme un coup de dopamine quand on a notre première carte de crédit, quand on est approuvé comme ça. On sent qu'on chemine, qu'on progresse dans notre vie, le fait d'avoir notre carte de crédit. OK? C'est ce que l'auteur nous dit. Puis là, l'auteur raconte, lui, que personnellement, il a été approuvé, justement, quand il était jeune, pour une American Express. Une carte American Express, à ses yeux, c'était seulement les riches qui avaient ces cartes-là. Donc, quand il a eu son approbation d'American Express pour avoir sa carte, il s'est senti riche. Ça le faisait sentir très bien de dépenser de l'argent avec cette carte-là. Il se sentait important, riche.
Puis en même temps, il se dit « Ah, c'est une façon, je commence à construire mon crédit, puis ça construit ma crédibilité financière. » Donc, on se sent comme quelqu'un qui gagne financièrement dans la vie quand on va avoir notre carte de crédit et qu'on va l'utiliser pour nos achats. Mais l'auteur dit après ça, avec du recul, l'auteur comprend pourquoi que l'émetteur de la carte était content d'augmenter sa limite, parce que lui, il recevait justement « Nous avons le bonheur de vous informer que vous avez été approuvé pour une augmentation de votre limite. » Puis il fait « Oh, OK, cool. » Mais là, avec du recul, l'auteur comprend pourquoi que l'émetteur était content d'augmenter sa limite, parce que ça lui permet de s'enfoncer encore plus dans l'endettement. Donc, l'émetteur de la carte va faire encore plus d'argent. OK, donc, il croyait, lui, qu'en fait, il était récompensé pour ses efforts, mais en réalité, la banque, elle fait pas ça pour rien, nous récompenser comme ça, puis nous annoncer ça comme si c'était une super belle chose d'augmenter notre limite de crédit. C'est parce qu'en bout de ligne, on veut nous inciter à consommer, à dépenser plus. Ensuite, des années plus tard, l'auteur il a suivi le cours de paix financière de Dave Ramsey, et c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il s'était un petit peu fait avoir toutes ces années-là avec sa carte de crédit parce qu'il avait accumulé des dettes qu'il n'était pas capable de rembourser nécessairement au complet son solde de carte de crédit à tous les mois. Puis, il a compris qu'il s'est fait entraîner dans un monde financier toxique. La carte de crédit, c'est la cigarette. On se fait entraîner dans quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour nous. Donc, on se fait entraîner dans un système de récompense. Okay? Puis là, on se fait dire que grâce à ça, on va construire notre crédit. On nous dit que c'est important de construire son crédit, donc il faut utiliser les cartes de crédit. Ensuite, oui, ça peut être une protection contre la fraude aussi quand on se dit « Ah, j'ai ma carte de crédit, ça me protège en cas de fraude au lieu d'utiliser mon argent directement de ma carte bancaire. » Ensuite, pour les achats en ligne, c'est pratique. J'ai accès aux achats en ligne grâce à ma carte de crédit. Ensuite, pour faire des réservations d'hôtels, pour voyager. Puis ensuite, on sert la carte de crédit aussi comme filet de sécurité. En ayant ça, on se sent en sécurité parce que s'il arrive une bad luck, qu'on a besoin d'argent rapidement puis qu'on ne l'a pas, on a notre carte de crédit qui peut nous sauver. Mais il a compris que les compagnies de carte de crédit ont inventé un jeu où eux, ils ne perdent pas. Qui perd? Automatiquement, souvent, c'est les consommateurs qui reviennent perdants de ce jeu-là. L'auteur s'est rendu à 4 000 $ en dette. Puis là, on avait, 2% de remise, mais le taux d'intérêt après ça, sur notre carte, est à 2 chiffres aussi. Donc, en réalité, le petit 2% de remise ou de bonus ou de récompense qu'on obtient en faisant nos achats avec notre carte de crédit, souvent, ça nous rattrape ça parce que lorsqu'on ne paye pas notre solde à tous les mois, on a un taux d'intérêt à 2 chiffres, souvent autour de 22%. Quelques chiffres. Ici, le bout de plastique qui fait partie de la culture en Amérique, on nous dit que les Américains, 80% des gens ont une carte de crédit. Okay? Soit c'est chargé sur notre téléphone, soit on a le bout de plastique dans notre portefeuille. 48% ne sait pas combien est son taux d'intérêt. Donc, les gens ont des cartes de crédit, mais ne savent pas nécessairement c'est combien le taux d'intérêt. Presque la moitié des gens. Il y a une carte de crédit pour tout maintenant, pour nos achats Amazon, pour acheter de l'essence, pour les voyages, American Express, pour le salon VIP, avoir une carte avec des frais annuels de 700 $. On a même maintenant une carte Apple en titanium, donc ils inventent tout plein de façons pour rendre ça prestigieux puis rendre ça intéressant pour le consommateur. Si vous vous dites, je vais payer tous les mois, je vais profiter des récompenses, parce que je pense que c'est ce que la majorité des gens qui ont une carte de crédit vont se dire, dites-vous que 49% des gens ne sont pas en mesure de payer le solde au complet chaque mois. Donc, tout le monde va commencer à utiliser la carte de crédit avec les meilleures intentions, mais beaucoup finissent par se faire prendre au jeu. Est-ce que vous vous mentez à vous-même en vous disant justement que c'est une bonne chose pour moi la carte de crédit? L'auteur pose la question. Personne ne ment plus à nous-mêmes que nous-mêmes. Les compagnies de cartes de crédit sont riches, ils font du profit. En 2023, les dettes de cartes de crédit aux États-Unis atteignaient 1 billion de dollars. Ça, en anglais, c'est 1 trillion qu'on dit. Ensuite, en moyenne, les ménages ont 14 000 $ de dette sur une carte de crédit. Donc, on parle là, de 55 millions de ménages aux États-Unis. Puis, la moyenne du taux d'intérêt sur les cartes de crédit, c'est 22%. Donc, ça, c'était quelques chiffres que l'auteur nous donne. On va parler de l'histoire un peu des cartes de crédit. Ça fait pas si longtemps qu'on a des cartes de crédit en Amérique, dans le monde. Avant, ça n'existait pas, ce type de facilité-là pour acheter nos choses. Donc, ça a commencé avec
Frank McNamara, donc un homme d'affaires new-yorkais qui est considéré comme l'inventeur de la carte de crédit moderne. Après avoir oublié son portefeuille lors d'un dîner en 1949, il a eu l'idée de créer une carte que les gens pourraient utiliser pour régler leurs factures dans plusieurs restaurants. Ça a été lancé en 1950, le Diners Club Card est lancé. Donc, cette carte en carton, à ce moment-là, était acceptée dans 27 restaurants de New York. Les utilisateurs devaient rembourser le montant total à la fin de chaque mois. Ensuite, après un an, 45 000 utilisateurs de Diners Club. Donc, ça a vite gagné en popularité. Là, ensuite, quelques dates par rapport aux autres cartes de crédit. L'arrivée d'American Express, ça, c'est 1958. American Express, déjà connu pour ses chèques de voyage, lance sa carte en 1958. Contrairement aux cartes bancaires, elle visait les voyageurs et les professionnels avec des frais annuels élevés et des services exclusifs. Donc, c'est pour ça qu'Amex, c'est la carte un peu plus haut de gamme. On vise des frais élevés, puis on vise les gens qui ont plus de moyens. Ensuite, Bank of America, 1958. Le Bank AmeriCard, lancé par Bank of America, est la première carte bancaire moderne. Elle permettait aux clients de faire des achats de crédit avec la possibilité de rembourser par versement mensuel. Donc là, déjà, on payait un taux d'intérêt si on ne réussissait pas à tout rembourser à la fin du mois. Puis ça, plus tard, en 1976, c'est devenu Visa. Donc, Bank AmeriCard est rebaptisé Visa, un nom choisi pour son attrait international. Ensuite, il y a MasterCharge, 1966, ce qui deviendra plus tard Mastercard, est créé en réponse au succès de Bank AmeriCard. Les banques s'associent pour créer un nouveau réseau de cartes interbancaires. Donc, il y a Visa, il y a Mastercard, il y a Amex, il y a Discovery aussi maintenant. Puis, c'est à peu près ça, là, les grands réseaux de cartes de crédit. Là, on veut savoir, mais OK, comment ça marche ça, les cartes de crédit? Comment ils font leur argent? Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a 3 sources de revenus. Tout le monde prétend déjouer le système avec les cartes de crédit. On pense qu'on gagne parce que justement, on reçoit des remises. Mais pourtant, les compagnies font des milliards en profit avec les cartes de crédit. Comment font-ils leurs revenus? Première source de revenus, ce sont les frais d'intérêt. Donc, lorsqu'on ne paye pas le solde à la fin du mois, automatiquement, on commence à payer de l'intérêt, ou que ce soit pour les avances de fonds aussi, ça, l'intérêt commence tout de suite. Donc, le frais d'intérêt, c'est une des sources principales de revenus. Ensuite, on a divers frais associés à notre carte de crédit. Puis là, je vais revenir, là, mais entre autres, il peut y avoir là-dedans les frais annuels, il peut y avoir des frais de retard de paiement, il peut y avoir toutes sortes d'autres frais qui fait que c'est une autre source de revenus pour les compagnies de carte de crédit. Puis ensuite, on a les frais d'échange, les frais de réseau. Ces frais-là, ce n'est pas le consommateur qui le paye, mais plutôt le marchand. Donc, quand on va acheter quelque chose à un commerçant, le commerçant va payer donc un pourcentage du prix du bien ou du service qui a été acheté parce que le paiement passe par le réseau Visa, Mastercard ou American Express. Donc, les frais d'échange. Donc, ça, c'est le troisième type de frais, troisième source de revenus. Ensuite, là, ce qu'on sait, c'est qu'en 2019, ils ont fait un sondage, les banques, on veut savoir, OK, oui, mais c'est quoi le pourcentage par rapport à ces 3 sources de revenus-là? Bon, on a donc, en 2019, on avait 89 milliards de frais d'intérêt. Ça, je pense, c'est aux États-Unis, là, les grandes banques, en gros. Donc, 64% du revenu des compagnies de cartes de crédit, ça provient des intérêts. Okay? C'est une majeure partie, c'est parce qu'on ne réussit pas à payer le solde au complet. La grande partie des revenus proviennent de là. Okay? C'est 64% des revenus. Il y a un 10 milliards en frais divers. Donc, ça, c'est justement le frais annuel, puis comme je disais, peut-être les frais de retard, puis tous les autres types de frais qui peuvent arriver dans des situations spéciales qu'on va payer par rapport à notre carte de crédit. Puis ensuite, les frais de transaction. Comme je disais, les frais d'échange, là, on parle d'un 30% environ, donc 41 milliards en frais de transaction. Donc ça, c'est vraiment ce que les commerçants vont payer de leur poche directement quand les transactions passent par le réseau de carte de crédit. OK? Donc, en gros, commençons par décortiquer ça. On va parler de la première source de revenus. On va parler des frais d'intérêt. Le taux d'intérêt, en moyenne, c'est 22% à peu près pour les cartes de crédit. Ça peut être plus élevé, ça peut être moins élevé. Lorsqu'on ne rembourse pas le solde au complet à la fin du mois, c'est là que ça commence. Puis le ménage moyen paye 1 000 $ en intérêt par année aux compagnies de cartes de crédit. Donc ça, c'est le ménage moyen. Chaque
familles. Donc, 55 millions de ménages payent en moyenne 1 000 $. Donc, il y en a qui payent beaucoup plus que ça en réalité. Puis, il y en a certains qui ne payent pas de frais d'intérêt. Ensuite, si on parle de la deuxième source de revenus, donc les divers frais, ça c'est lorsqu'on signe là, notre contrat de carte de crédit, c'est ce qui est écrit en petits caractères. Là. Il y a un paquet de frais qui peuvent arriver, qu'on ne sait pas nécessairement qui vont arriver. Ici, on en nomme quelques-uns. Donc, premièrement, le frais annuel. Parfois, c'est même renoncé la première année. On va vous dire, pas de frais annuel la première année. Mais là, après ça, ça commence. Ensuite, c'est un incitatif à dépenser pour couvrir le frais avec les... Oui, c'est ça, parce que l'excuse qu'on va dire, oui, mais faites-en pas, il va y avoir des remises de toute façon qui vont amplement payer ton frais annuel. Parce que parfois, les cartes avec un frais annuel ont des plus grandes remises. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça l'incite à dépenser. OK? C'est pas fou. Ensuite, les frais de retard, ne pas payer à temps sa facture, ça peut faire en sorte que ça va entraîner un frais comme ça parce qu'on n'aura pas payé le montant minimum, par exemple, à temps. Ensuite, il peut y avoir des frais de transfert de solde. Lorsqu'on prend le solde d'une carte de crédit puis on veut la bouger vers une carte de crédit qui peut-être va avoir un taux d'intérêt d'introduction à 0% qui va durer quelques mois. Bon, mais si on veut transférer notre solde d'une carte à l'autre, généralement, il y a des frais aussi de la carte d'où on veut transférer les choses. Moi, je n'ai jamais fait ça, là, mais c'est ce qu'on dit ici. Donc, ça fait partie des divers frais. Frais d'avance de fonds, ça peut arriver lorsqu'on va au guichet, on veut retirer de l'argent avec notre carte de crédit. Ça se peut qu'on ait un frais, 1 $, 2 $, ou peut-être, là, ici, ils disent 2 à 5% pour sortir du comptant d'une banque ou d'un guichet. Ça, c'est en plus du frais que le guichet va nous charger. Ensuite, un autre type de frais, c'est le frais de paiement accéléré. Ça, c'est quand on est un petit peu en retard, qu'on est dernière minute, puis on veut s'assurer que notre paiement va être appliqué à temps. Parfois, quand ça vient d'une autre banque, ça prend du temps à se transférer. Donc là, on peut appeler notre banque puis dire « Hey, j'aimerais ça faire un paiement accéléré, je voudrais m'assurer pour ne pas être chargé pour un frais de retard. » Mais là, ils vont nous charger quand même un frais de paiement accéléré à ce moment-là. Moi, je ne suis pas au courant de ces frais-là. Je ne sais pas quelle banque fait ça exactement, là, mais on me dit que c'est un type de frais qui peut être chargé. Ensuite, frais de transaction en devises étrangères. Oui, quand on va utiliser notre carte de crédit, ici, on est au Canada, mais si on l'utilise à l'étranger, en Europe, puis que c'est de l'euro qui est chargé ou c'est du dollar américain qui est chargé, automatiquement, la carte de crédit convertit vers la devise de la carte. Puis là, évidemment, ça, c'est un frais qu'on ne voit pas, qu'on ne se rend même pas compte. Bien, on peut le voir sur le relevé, là, c'est combien qui a été chargé. On voit le taux de conversion, mais en réalité, c'est un peu caché, puis on ne le sait pas, mais c'est 1 à 4% de l'achat qui va être chargé en frais de conversion en devises étrangères. Ça, c'était la liste des divers frais qu'on peut payer. Je rappelle que c'est environ 7% des revenus donc global des compagnies de carte de crédit. Ensuite, dernière source de revenus, ce sont les frais de transaction payés par les commerçants. Donc, c'est comme une taxe de paiement pour le commerçant pour accepter les paiements par carte de crédit. On parle de 1,5 à 2,5% de la valeur de l'achat, que le commerçant doit payer à Visa, Mastercard. American Express, ça peut être plus cher jusqu'à 3,5% de la valeur de l'achat. Donc, c'est pour ça que certains commerçants ne vont pas accepter American Express. Si on compare avec les cartes de débit, une carte de débit, normalement, puis là, je pense qu'il peut y avoir des différences, là, mais là, ça, c'est aux États-Unis, c'est dans le livre, ce qu'on dit, c'est qu'une carte de débit, directement liée à notre compte bancaire, ça va être 0,5%. Donc, 1 à 2% de moins que le commerçant doit payer comme pour frais de transaction lorsqu'on paye avec notre carte. Donc, c'est pas surprenant que certains commerçants disent « OK, nous, c'est débit seulement » ou même comptant seulement parce que lorsqu'on paye cash, évidemment, ben là, on est à 0%. Le commerçant va recevoir le montant au complet de la vente qu'il fait. Puis même, il y a certains commerçants qui vont dire, ben si on paye cash, ben on paye moins cher notre achat. Parce qu'il y a tous ces frais-là quand on paye avec la carte. OK, maintenant, on va parler des remises, les fameuses remises, parce que c'est un gros morceau maintenant des cartes de crédit. Tout le monde se justifie d'avoir une carte de crédit parce qu'on a des remises, puis on se sent gagnant avec ça. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où ces remises-là? On décortique ça ici. Donc, dans le livre, le gros du profit provient de l'intérêt payé
par ceux qui ne remboursent pas le solde au complet. Donc, on se rappelle là, que les sources de revenus, à peu près 60%, 70% provient des intérêts sur les soldes non remboursés à chaque mois. Puis après ça, on a un 30-35% de frais de transaction, puis il y en a un 30% aux commerçants. Donc, en réalité, la majeure partie des revenus proviennent des intérêts, puis ils en retournent une minime partie en remise. OK? Puis là, il y a une étude de 2023 faite par la Réserve fédérale. Puis là, on voulait voir d'où proviennent les remises. Puis là, on regardait ça de l'optique de, oui, mais qui paye pour les remises? Est-ce que c'est les ménages à faible revenu ou ce sont les ménages à revenus élevés? Et puis là, ce qui a été trouvé dans cette étude-là est assez alarmant ou triste. C'est qu'il y a une redistribution de 15 milliards entre ceux qui payent l'intérêt, ceux qui ont des revenus bas. En réalité, c'est plutôt eux, les familles à revenus bas, c'est plutôt eux qui payent de l'intérêt sur les cartes de crédit et ceux qui ont des revenus élevés reçoivent des remises. Lorsqu'on fait les calculs, les plus et les moins, ben c'est ça qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un transfert, dans le fond, des familles à revenus bas aux ménages à revenus élevés. 15 milliards de dollars. Donc, les revenus bas payent 1,14 milliard en frais. Les revenus hauts reçoivent 1,26 milliard en remise. Donc là, encore là, on compare les différentes tranches de revenus. Puis, on se rend compte que les compagnies de cartes de crédit vont ramasser la différence en réalité. Parce que si les revenus bas payent beaucoup plus d'intérêts qu'ils reçoivent de remises, puis que les revenus hauts reçoivent plus de remises que ce qui se paye en intérêt, la différence après ça, c'est 2,88 milliards de dollars que les compagnies de cartes de crédit collectent en profit et redonnent aux actionnaires. Puis, ben c'est ça, s'achètent des grands buildings, font des publicités dans les stades, etc. Donc ça, c'est plutôt triste de savoir que, oui, on paye pas nécessairement d'intérêt parce qu'on rembourse notre sol à tous les mois, mais nos remises, en réalité, proviennent de ceux qui ne réussissent pas à rembourser leur solde à tous les mois. Donc, il y a un transfert qui se fait des pauvres vers les riches, en réalité. Donc, voici qui paye pour vos remises: les familles à faible revenu, les ménages à faible revenu. Ensuite, recommandations. Donc, là, l'auteur, il va ensuite en disant, voici ce que je recommande, moi, par rapport à la carte de crédit. Puis, en fait, c'est la recommandation du système de Dave Ramsey, des baby steps, les 7 étapes. On va voir au chapitre 13 que la dette, c'est un voleur. OK? Donc, c'est le nom du chapitre, là, la dette est un voleur. Donc, il y a un plan. Dave Ramsey propose un plan pour rembourser toutes ces dettes, puis arrêter ça, cette folie-là, d'aller utiliser les cartes de crédit, puis le crédit en général pour sa consommation. Au chapitre 13, on va revenir avec un plan pour rembourser nos dettes. Donc, lui, ce qu'il recommande dans le livre, c'est évidemment de se débarrasser de sa carte de crédit. C'est que demain matin, vous pourriez prendre votre carte de crédit et mettre les ciseaux dedans et complètement arrêter de l'utiliser. On rembourse le solde au complet et on ferme le compte. C'est sa recommandation. C'est ce que l'auteur a fait lui-même après quelques années, après être allé faire le cours de paix financière de Dave Ramsey. Et maintenant, il utilise que du comptant ou sa carte de débit. Et puis, c'est ce dont il va parler dans le reste du chapitre. Donc, c'est ce qu'il fait depuis 2013. Puis là, ensuite, il va dire, il y a 8 raisons pourquoi que les gens ne font pas ça, justement, ne vont pas se débarrasser de leur carte de crédit. Il y a 8 raisons typiques. Puis là, on va adresser chacune des raisons, puis on va arriver avec un contre-argument. OK, donc là, j'y vais avec ces 8 raisons-là. Première raison, je paye à temps, je ne paye jamais d'intérêt. Donc, pourquoi je me débarrasserais de ma carte de crédit? Moi, je paye toujours à temps, donc ça ne me coûte pas grand-chose. En réalité, même sans payer d'intérêt, les études montrent qu'on dépense plus avec une carte de crédit. Parce que lorsqu'on dépense avec la carte de crédit, ça fait moins mal que lorsqu'on le prend directement de notre compte de banque. Il y a une séparation, il y a une distance entre nous et l'achat sur la carte de crédit qu'on n'a pas quand on le prend directement de notre argent ou de notre compte où notre chèque de paye est déposé, où notre paye est déposée. Ça fait en sorte qu'on dépense plus, puis ça, c'est mauvais pour nous. Donc, la première raison, dire que oui, mais je ne paye pas d'intérêt, je paye toujours à temps,
Oui, mais tu payes quand même plus cher parce que tu consommes plus, parce que tu as une carte de crédit. Donc ça, c'est son premier contre-argument. Deuxième contre-argument, accumuler des récompenses. Ben oui, je fais de l'argent avec ma carte, je reçois plus de récompenses. Je ne paye pas pour mes vols, puis je reçois plus que mon frais annuel. Donc ça, c'est toutes les excuses classiques. On parle des récompenses, on parle des remises. OK, en réalité, les compagnies de cartes de crédit, là, ils font des milliers d'expériences sur les consommateurs pour savoir comment leur faire dépenser plus avec les programmes de récompense. Donc, en réalité, là, quand vous vous dites « Oui, mais moi, c'est bon pour moi, c'est moi qui gagne avec ma carte de crédit quand je reçois des remises », la réalité, là, c'est qu'on se fait manipuler avec ces choses-là. On s'en rend pas compte, mais 90% des dépenses sont sur des cartes à récompense. Le jeu de la récompense, le jeu de la remise, OK? Puis là, il y a un docteur, il y a un professeur de finance d'économie qui a fait des études exhaustives sur ce sujet-là, OK? Puis lui, ce qu'il a à dire là-dessus, c'est que nous avons créé un écosystème où nous avons essentiellement donné une drogue aux consommateurs, les cartes de crédit à remise. Et la raison pourquoi nous continuons de donner ces cartes aux consommateurs est que c'est hautement profitable et nous savons que le consommateur y est hautement dépendant. Donc, c'est voulu, toutes les remises, c'est voulu. On a un sentiment de bien-être quand on reçoit nos remises. On se déculpabilise d'utiliser, de consommer avec nos cartes de crédit grâce à ces remises-là. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une complexité dans tous ces programmes-là. Ça devient quasiment une job à temps plein de s'y retrouver. Moi, quand j'entends parler des gens, justement, FIRE, qui sont en train de vous montrer comment utiliser vos cartes de crédit, telle carte de crédit, telle remise, et puis ça me donne mal à la tête, pour vrai, ça peut être une job à temps plein de se retrouver avec tout ça. Hey, guess what? Savez-vous quoi d'autre vous pouvez faire pour faire de l'argent? Avoir un job à temps plein. Donc, moi, les remises, pour vrai, j'ai zéro embarqué dans ce jeu-là et je rejoins 100% l'auteur de ce livre-là. Puis en plus, là, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ne réclament même pas les remises. Donc, il y a plein de désavantages, là, il y a plein de fine print, de petits caractères par rapport à ces remises-là qui fait que parfois c'est dévalué, parfois ça peut être annulé complètement. Bref, l'idée que c'est grâce aux remises qu'on se donne la permission d'utiliser la carte de crédit, pas tant valide comme argument. OK, ensuite, argument typique numéro 3 qui font en sorte que les gens continuent d'utiliser la carte de crédit, c'est la protection contre la fraude. Là, l'auteur ici dit que c'est peut-être l'excuse où est-ce qu'il est le plus empathique parce qu'il comprend la peur justement de la fraude. Puis oui, c'est vrai que historiquement, avec la carte de crédit, c'est un petit peu plus facile de se protéger de la fraude. En réalité, maintenant, toutes les cartes bancaires, les lois font en sorte qu'on devrait avoir pratiquement la même protection lorsqu'on utilise notre carte de débit. OK, donc ça, c'est le contre-argument. Donc, c'est vrai en partie, il parle de la loi, mais ça, c'est aux États-Unis. Je pense qu'au Canada aussi, ça s'en vient, qu'on ait une aussi bonne protection avec notre carte de débit qu'avec notre carte de crédit. Bon, ça, c'est l'argument numéro 3. Ensuite, l'argument numéro 4, le voyageur. J'ai besoin d'une carte de crédit pour voyager, pour louer une voiture, puis l'hôtel. La réalité, là, ce que l'auteur dit ici, c'est qu'on peut faire tout ça avec une carte de débit, puis c'est encore mieux parce qu'on ne s'endette pas quand on le fait. Donc, c'est possible de voyager, d'acheter des billets d'avion, c'est possible de louer une voiture avec notre carte de débit, c'est possible de réserver un hôtel avec une carte débit. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est possible. OK? Ensuite, le côté pratique. J'aime le côté pratique de la carte de crédit. Donc ça, c'est l'argument numéro 5. En réalité, la carte de débit est aussi pratique de ce qu'il dit. Mais en plus que c'est aussi pratique, il n'y a pas d'endettement lié. Donc, même argument que la quatrième raison. Comparé au cash, tu sais, souvent, on va comparer la carte de crédit au cash. Bien, c'est vrai que là, c'est pas mal plus pratique, la carte de crédit par rapport au cash, mais si tu compares débit avec carte de crédit, il y a moins de côté pratique. C'est vrai que la carte de débit peut être très pratique aussi, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages d'utiliser. La carte de crédit, la sécurité, bon, on revient encore avec cet argument-là. Ensuite, c'est pratique de ne pas devoir de l'argent pour dépenser l'endettement. Ben oui, en réalité, là, ne pas s'endetter, c'est aussi très, très pratique selon moi. OK? C'est très, très pratique de
se mettre un cadre où est-ce qu'on ne va pas avoir à décider si on va dans l'endettement ou non. Si on n'a pas de carte de crédit, ben c'est simple, là, la décision d'achat est super simple, c'est que on ne va pas la faire, puis les urgences, je vais y revenir. Ensuite, argument numéro 7, la tranquillité ou la peur. La carte de crédit me fait sentir plus en sécurité. OK? Mais ça, c'est un faux. Là, en réalité, c'est un faux sentiment de sécurité, de paix. Donc, parce que la carte de crédit, en réalité, ajoute plus de stress, plus de risques, d'anxiété. OK? La peur, c'est un mauvais conseiller financier. Il faut régler la cause de notre peur. Là, on dit qu'on devrait plus aller vers un fonds d'urgence. Ça va beaucoup nous aider par rapport à nos craintes, par rapport à notre sécurité, versus avoir la carte de crédit. Parce que en cas de pépin, ça va juste ajouter le fait d'aller chercher donc l'argent qu'on a besoin sur la carte de crédit. On va avoir de l'intérêt, ça va nous coûter encore plus cher. Donc, ça va rajouter à notre peur, à notre anxiété, ça va diminuer notre tranquillité. Donc, en réalité, c'est pas vrai que la carte de crédit, ça te met en sécurité. C'est un faux sentiment de sécurité. Et le 8e et dernier argument, le score de crédit. OK? J'ai besoin de ma carte pour me construire mon crédit. Puis là, pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 72 sur le chapitre 2, la cote de crédit, on sait que cet auteur-là dit qu'en réalité, on n'en a pas besoin de score de crédit. On est capable de tout faire sans avoir un score de crédit. On peut même acheter une maison sans score de crédit. L'idée, c'est de ne pas avoir un mauvais score de crédit. Puis qui a un mauvais score de crédit, c'est quelqu'un qui va utiliser les cartes de crédit puis qui ne va pas rembourser, qui va être en difficulté financière. Donc, en réalité, si on rembourse tout ça, on coupe la carte, on n'a pas de problème avec le score de crédit. C'était les 8 arguments. Donc là, le chapitre termine, on dit « Bonjour la liberté, ça vaut pas le coup de jouer la game des remises. Voulez-vous vraiment jouer à ce jeu-là? C'est comme boire un poison qui a été inventé par les compagnies de cartes de crédit. Vous avez le choix, OK? » L'auteur, lui, a bâti sa richesse plus rapidement grâce au fait qu'il a coupé ses cartes de crédit, ne plus être tenté de dépenser pour des raisons poussées par les compagnies de cartes de crédit. On ne va pas se laisser manipuler notre subconscient par ces compagnies-là pour dépenser encore plus. On va dépenser selon nos besoins, puis on ne se laissera pas manipuler par les compagnies de cartes de crédit. Ensuite, on quitte la course aux remises inventées par les compagnies de cartes de crédit, puis on va se créer, nous, notre propre course. On va se créer notre propre vie, on va devenir maître, on va prendre nos propres décisions, puis on ne se laissera pas influencer par ça. C'est un peu ça, décider de faire différemment de tout le monde, parce qu'on ne s'en rend pas compte, tout le monde utilise le crédit, c'est banal, tout le monde va aller chercher son paiement pour une voiture achetée à crédit, tout le monde va utiliser la carte de crédit par-ci par-là pour ses voyages, y en a-tu pas assez dans mon compte pour rembourser, on verra, c'est pas grave. Si on décide de vivre autrement maintenant, puis de contrôler cet aspect-là, on va pouvoir vivre autrement plus tard, puis avoir l'abondance et la richesse. Voilà. On va suivre notre propre course. Puis on sera par la bande plus en paix financière. OK, donc c'est la fin du chapitre 3 sur la carte de crédit. Voilà ce que l'auteur avait à dire. Évidemment, moi, dans le plan en 5 étapes, je ne vous dis pas nécessairement de n'avoir aucune carte de crédit. Moi, personnellement, j'en ai une carte de crédit. J'en ai juste une. J'ai la carte de crédit que j'ai eue quand j'avais 18 ans. C'était une carte Visa Desjardins étudiant. Éventuellement, ils me l'ont changé pour une Visa Boni parce que, bon, je pense que ça faisait plusieurs années que je travaillais, que je n'étais plus aux études. Puis là, on m'a dit, ouais, ça n'a comme plus rapport, là, que tu aies une carte étudiante, de visa étudiant. Donc, ils me l'ont remplacé. Puis, j'ai toujours continué sur ce même compte de crédit-là. Si on regarde sur Equifax TransUnion, mon compte a comme plus que 20 ans, dans le fond. Puis, j'ai jamais eu d'autres cartes de crédit. Donc, puis oui, ma carte a des remises. Par contre, moi, je regarde rarement ça, autre que ça s'accumule bien malgré moi. Donc, là, je le vois bien quand il y a comme un 200-300 $ de remise d'accumuler. Oui, je vais l'appliquer comme à une dépense. Puis, that's it, là, je ne regarde pas ça outre mesure parce que j'essaie, moi, dans la mesure du possible, de ne jamais utiliser ma carte de crédit. Quand je peux, j'utilise ma carte de débit. Mais au Canada, quand même, les achats en ligne, comme même Amazon, il faudrait voir, c'est quand même compliqué d'utiliser sa carte de débit au Canada pour différents aspects.
Donc moi, j'avoue que le côté pratique, moi, c'est la raison pourquoi que j'ai ma carte de crédit. C'est vraiment le côté pratique parce que ça serait pour moi plus compliqué, on dirait. Mais quand même, je rejoins beaucoup d'aspects de ce que l'auteur a mentionné dans ce chapitre-là. Donc les remises, toujours essayer d'utiliser la carte de débit en premier, puis ensuite, c'est ça, bien évidemment, payer donc le solde au complet à tous les mois. Je n'ai jamais payé d'intérêt sur ma carte de crédit, même que j'ai découvert récemment que le solde total à tous les mois pouvait être payé automatiquement à partir de mon compte de banque. Moi, j'ai activé ça quand j'ai vu qu'il y avait cette option-là. Ça faisait des années que je recevais mon compte, j'allais dans ma plateforme pour faire programmer mon paiement à la journée, puis j'ai fait ça pendant des années, puis là, je me suis rendu compte que justement, il y avait maintenant, on pouvait rembourser au complet automatiquement, on pouvait programmer ça dans le système sur ma plateforme bancaire, donc j'ai mis ça en place, puis c'est parfait, c'est comme ça que je me sers de la carte de crédit. Donc évidemment que dans le plan 5 étapes, moi, je dis pas d'avoir 0 carte de crédit, je vais pas faire comme l'équipe à Dave Ramsey, même si je comprends l'idée, je pourrais dire ça à une personne qui a beaucoup de difficultés à ne pas dépenser, à ne pas utiliser sa carte. Moi, personnellement, j'avoue que j'ai pas tant cette difficulté-là. Qu'un des achats que je fais, très rare que je fais des achats impulsifs, carte de crédit, je pense toujours beaucoup avant d'acheter quelque chose, puis souvent, j'essaie d'y aller avec la carte de débit, puis si c'est pas pratique, je vais avec la carte de crédit. Donc oui, dans le plan 5 étapes, bien, évidemment, l'étape numéro 1, donc, c'est de rembourser toutes nos dettes. OK? Si on a des soldes qu'on n'est pas capable de payer à la fin du mois, on devrait s'occuper de ça, rembourser notre prêt voiture, rembourser tout et s'engager à ne plus prendre de dettes pour notre consommation et puis se servir d'une carte de crédit seulement comme un outil de transaction et de toujours rembourser à la fin du mois notre solde au complet. Donc ça fait partie des 5 étapes pour moi. Donc une fois qu'on a réglé ça à l'étape numéro 1, là, on est en contrôle de notre revenu, ce qui rentre de notre travail, de nos investissements, de notre salaire. Ce qui rentre, c'est à nous. On ne paye pas une scène d'intérêt pour ça. OK? Puis là, on va commencer à accumuler notre mise de fonds. On n'a pas besoin de notre carte de crédit pour faire ça. On va commencer à accumuler notre mise de fonds, puis notre fonds d'urgence, se sentir en sécurité pour ne pas avoir justement à aller utiliser la carte de crédit en cas d'urgence. On va avoir notre fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses courantes, puis on va l'utiliser seulement pour les urgences. On va le séparer, ça, idéalement, de notre compte bancaire normal d'opération pour donner une petite distance, pour ne pas être tenté d'aller piger dedans. Puis en plus, c'est plus facile de faire le suivi quand c'est dans un compte séparé. Puis après ça, notre mise de fonds, on va y aller avec nos comptes, le CELIAP, le CELI, puis on va commencer à accumuler pour l'achat de notre maison. Puis après ça, on va devenir propriétaire d'une maison, mais vraiment selon nos besoins, puis on va aller acheter quelque chose dont on a les moyens, où est-ce que le paiement, ça va être une petite partie de nos revenus. On va aller très en dessous de notre capacité d'emprunt à l'étape numéro 3. Rendu là, l'approbation hypothécaire, ça va être super facile. Oui, on a notre carte de crédit, sur notre dossier de crédit, on va avoir une cote dans les 700, dans les 800. Mais en réalité, on n'utilisera pas vraiment le crédit. Puis là, pour acheter notre maison, oui, on va en avoir de besoin, mais on va acheter une maison avec une hypothèque qu'on va vouloir rembourser, rapidement. On va penser à l'achat de notre maison en se disant « OK, oui, j'achète cette maison-là, mais en réalité, je le sais que la dette, je vais devoir la rembourser. Puis pas nécessairement sur 30, 25 ans. Je vais essayer de la rembourser plus rapidement que ça. » Peut-être que je vais la mettre sur 25 ans pour me permettre de respirer au début, mais quand je vais avoir des rentrées d'argent qui vont arriver, parce qu'éventuellement, si on suit ce plan-là, c'est ça qui va arriver. Si on garde nos dépenses basses, éventuellement, nos revenus augmentent, notre expertise professionnelle va se développer au fil des années, on va avoir la paix financière, on va pouvoir se concentrer sur créer de la valeur, être bon dans ce qu'on fait, puis nos revenus vont augmenter, puis nos dépenses, elles aussi, vont augmenter, mais moins rapidement que nos revenus. Puis là, on va avoir de plus en plus de revenus, on va être capable de placer. Éventuellement, on va avoir des investissements qui vont nous aider à avoir encore plus de revenus. Puis notre hypothèque, là, éventuellement, on va pouvoir mettre des gros montants puis la rembourser. Idéalement, peut-être en 12 ans, peut-être en 15 ans, peut-être en même moins que ça, peut-être en 7 ans, 8 ans, qui sait. Mais quand on suit ce plan-là, c'est ce qui risque d'arriver. OK? Mais tout ça est basé... Notre base financière est solide, là. On n'utilise plus le crédit pour notre consommation, plus de paiement de voiture, plus rien.
sur la carte de crédit. On dépense ce qu'on a, on le budgète. Si on a des gros achats à faire, on l'accumule, puis après ça, on l'achète. Puis, éventuellement, étape numéro 5, on a remboursé notre hypothèque. Puis là, on a des investissements, on a des bons revenus parce qu'on a des bonnes capacités professionnelles. On a une belle valeur sur le marché du travail avec nos entreprises, nos projets d'investissement. Et puis là, ça se met à rentrer le cash, puis notre patrimoine grossit, on a la paix financière, on peut s'occuper de notre famille, puis on peut peut-être aller voir après ça comment aider les autres, comment avoir encore plus de valeur dans la société. Puis c'est ce que je pense le plan en 5 étapes et aussi le plan de Dave Ramsey aussi permet de faire ça. Hein. Sa 7e étape, c'est quoi? C'est d'être extrêmement généreux. Pourquoi? Être généreux, dans le fond, c'est selfish, là, t'sais. On le fait pour nous-mêmes parce que ça fait extrêmement du bien d'être généreux. Puis le fait d'accumuler puis de s'occuper de sa sécurité financière, de s'occuper de sa famille, ben, ça nous permet ensuite d'être généreux, puis on en bénéficie de ça. Voilà, donc je vous invite encore une fois à liker donc le podcast si vous voulez aller me mettre un avis. C'est toujours très très apprécié pour permettre aux autres de découvrir le contenu. Je vous rappelle que je fais des midis en direct sur ma page Facebook, Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire sur Facebook. Donc, vous pouvez aller vous abonner à cette page-là. Puis, si jamais le midi, vous n'avez rien à faire, puis vous voulez écouter du contenu encore sur les finances personnelles, m'entendre parler des 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière, bien, ça, c'est une occasion de le faire. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon 12 décembre et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre un rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.